Bien, bonsoir. Bienvenue aux Archives départementales des Landes pour cette conférence exceptionnelle qui est dédiée au programme de recherche départemental porté par le Conseil départemental des Landes et Sciences Po Bordeaux et qui se consacre à l'étude des cahiers citoyens que nous avons collectés à l'instar de l'ensemble des services d'archives départementales en mars 2019. Depuis la Révolution française, vous le savez, la mission des services d'archives départementales, c'est de collecter et de communiquer au public les sources d'archives publiques de la nation. Donc là, avec le projet de recherche départementale sur cette source très particulière des cahiers citoyens, nous sommes ce soir bien au cœur de cette action publique essentielle. Monsieur le Président du Conseil départemental va ouvrir en introduisant la conférence et ensuite nous aurons le plaisir d'écouter Magali Della-Souda et Guillaume Le Tourneur. Chers collègues, chers partenaires, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tenais à excuser Madame la secrétaire générale qui devait nous faire le plaisir d'être parmi nous, mais il y a eu un empêchement de dernière minute qui contraint les services de l'État donc à ne pas pouvoir être à nos côtés. Je vous remercie sincèrement d'être présent aujourd'hui aux Archives départementales pour cette conférence consacrée aux cahiers de doléances et aux contributions citoyennes recueillies dans les Landes au cœur du mouvement des Gilets jaunes et du grand débat national. Cette restitution publique représente un moment important à la fois pour notre collectivité et pour toutes celles et ceux qui ont participé à cette démarche d'expression démocratique. Lorsque le département a souhaité, dès 2024, engager un travail de valorisation et d'analyse de ces cahiers, c'était avec la conviction que ces plus de 1200 contributions écrites entre 2018 et 2019 constituent un matériau unique pour comprendre ce que vivent, ce que ressentent et ce qu'attendent les habitantes et les habitants de nos territoires. Ces contributions incarnent une parole citoyenne directe, souvent manuscrite, mais pas que. Vous verrez qu'il y a des personnes qui ont fait l'effort de dactylographier, même il y a une contribution, et Monsieur Le Tourneur le dira, qui fait plus de 60 pages, elle toute seule. Donc, souvent manuscrites, très diverses, et qui portent à la fois des revendications sociales, des inquiétudes, des propositions concrètes, mais aussi une réflexion profonde sur le fonctionnement de notre démocratie. Le partenariat noué avec le centre Émile Durkheim CNRS Sciences Po Bordeaux, l'implication scientifique de Magali Della-Souda et de Guillaume Le Tourneur, qui sont donc présents et qui vont assurer la conférence de ce soir, ainsi que le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine permettent aujourd'hui de donner à ce travail une véritable portée collective, méthodologique et citoyenne. Le projet Doléances, récemment distingué par la médaille de la médiation du CNRS, témoigne de cette reconnaissance nationale. Je veux également saluer l'engagement des archives départementales qui ont immédiatement classé, inventorié et rendu accessibles ces fonds. Ce travail patient, rigoureux, a permis leur pleine mobilisation dans le cadre du projet scientifique. Je remercie par ailleurs la préfecture des Landes qui a permis l'accès aux cahiers citoyens des communes landaises. Leur soutien fut précieux. Je souhaite enfin remercier la douzaine de bénévoles landais qui participent activement à la transcription des contributions. Leur implication rappelle que la démocratie participative ne se décrète pas. Elle se construit avec celles et ceux qui acceptent de s'y investir. Les premiers enseignements que nous verrons ce soir sur les dynamiques de participation, sur les préoccupations socio-économiques, sur les attentes en matière de services publics, de justice fiscale ou de citoyenneté, éclairent à la fois l'histoire récente du pays et les défis qui demeurent devant nous. Ils rappellent aussi que l'expression citoyenne ne disparaît jamais, elle change de forme, de lieu, d'intensité, mais elle dit toujours quelque chose d'essentiel sur notre société. Cette conférence en offre une lecture exigeante, apaisée et utile pour l'action publique. Je remercie chaleureusement les intervenants pour leur travail, leur exigence scientifique et leur volonté de rendre accessible cette matière au plus grand nombre. Je vous souhaite sincèrement une conférence riche et enrichissante.
Alors tout d'abord, je tiens à adresser nos plus chaleureux remerciements à Monsieur le Président, ouh là là, ça commence bien, à l'ensemble des équipes du conseil départemental, des Landes qui, donc ont eu, cette idée et puis ensuite nous avons stabilisé le partenariat avec, Sciences Po Bordeaux et le Centre Émile Durkheim de mener cette recherche, donc sur les doléances, landaises. Je remercie, la préfecture, qui effectivement a accordé dans des délais, très rapides les dérogations nécessaires à la consultation des fonds. Les archives départementales qui nous accueillent ce soir et le travail très précieux de madame Motte et des équipes, qui se sont montrées d'une très grande disponibilité et qui nous rappellent, l'importance et la qualité, du service public. Merci beaucoup. Et puis les citoyennes et les citoyens qui, avec Guillaume, s'attellent à transcrire les doléances, à apporter leur regard, leurs éclairages et à co-construire, une méthode de recherche, qui nous permet de faire sortir la science des laboratoires. Ce projet, a retenu l'attention de la région Nouvelle-Aquitaine qui le cofinance, aujourd'hui, a retenu l'attention effectivement du CNRS, de France Universités et donc c'est un grand plaisir et un grand honneur de partager avec vous les résultats, les premiers résultats de l'enquête, que nous avons, initiée, il y a, 1 an à peu près. Donc c'est une recherche participative originale et qui est, pionnière, qui naît à la demande en février 2020 de gilets jaunes, girondins. Je passerai un petit peu rapidement. Nous mettons sur pied une petite équipe, de citoyennes et de citoyens avec un historien, Nicolas Patin et moi-même et là encore, il faut saluer le travail et la disponibilité des archives, départementales de Gironde et de Madame Vatican. J'ai l'impression que mon micro marche, j'ai dû commettre une erreur. Pour nous accueillir. En 2022, le conseil départemental de Gironde prend l'initiative de financer une thèse en CIFRE sur les doléances girondines. Et puis, en mars 2025, après quelques mois de pourparlers, nous avons lancé le projet ici, avec un stagiaire, Thibaut Vérille. Et Thibaut a été rejoint par 2 autres stagiaires de seconde qui ont aussi contribué à la transcription de doléances. En juillet, nous avons donc été lauréats de l'appel à projet du Conseil régional pour soutenir les sciences participatives. Et en septembre, nous avons pu commencer à travailler avec Guillaume Le Tourneur qui vous présentera ce qu'il a fait en Haute-Lande. Et en novembre, il y a quelques jours, je suis montée à Paris chercher la médaille. Bon, voilà, je l'ai oubliée évidemment ce matin, mais je voulais vous la montrer. Donc, qu'est-ce que c'est une recherche de sciences participatives? L'idée, c'est de formuler et résoudre les questions de recherche avec les citoyennes et les citoyens, mais aussi avec les acteurs, en l'occurrence dans ce projet, des politiques publiques territoriales. L'objectif, c'est de parvenir aussi à collecter les données ensemble. Donc, on a des outils de transcription collaborative. Puis, dernière phase du projet, de diffuser les connaissances une fois qu'on les a vérifiées avec nos pairs et qu'on les a discutées, qu'on a mis à l'épreuve notre méthodologie auprès d'un public large et des collectivités, y compris des agents et des membres élus du conseil départemental. On a des atouts décisifs ici en particulier, ce sont ces archives départementales des Landes qui accueillent et orientent le public en ayant une très bonne connaissance des fonds. Donc c'est aussi un appel au public, si vous souhaitez aller voir les originaux des cahiers, ils sont ici. Et n'hésitez pas, c'est aussi un grand plaisir de les ouvrir, ces cahiers, et de lire les doléances. Ces archives, elles sont aussi un lieu de diffusion des connaissances, comme nous l'avons vu au mois de mars, comme nous le voyons aujourd'hui. Et puis, on a une accessibilité très rapide des fonds grâce à la première dérogation, puis aujourd'hui la dérogation généralisée. Les autres outils, comme on l'a dit, c'est le soutien des collectivités, l'implication des associations et de la société civile. Et merci ici aux personnes qui participent aux transcriptions. Donc, une douzaine de bénévoles qui sont très mobilisés, qui, par leur regard et leur ancrage aussi territorial, peuvent nous apporter des éléments contextuels que nous n'avons pas toujours.
souligner des choses qui les frappent dans les doléances. Et ici, comme en Gironde, ce regard avisé nous a permis, par exemple, de débusquer une même personne qui écrit différentes contributions pour faire monter ses thèmes, ou des spécificités. Guillaume me disait la commune de Tarnos, qui n'a pas ouvert de cahier et dont on aimerait connaître un petit peu le contexte plus finement. Et puis enfin, c'est ce qu'on appelle la co-construction des questionnements et le retour d'expérience qui nous enrichissent mutuellement. Alors, il faut rappeler la chronologie. Vous vous souvenez peut-être, à l'automne 2018, une mobilisation de claviers sur les réseaux sociaux, comme il en existe tant aujourd'hui, se rassemble et fédère autour d'un mot, la colère, et autour d'un symbole, le gilet jaune. Un point de rendez-vous est donné pour bloquer ou faire des actions le 17 novembre 2018. Les chaînes d'infos en continu relaient ce qui va devenir un événement et donnent sens à cet événement. Et le 17 novembre, eh bien, des personnes, 300 000 selon le ministère de l'Intérieur, vont converger sur les ronds-points, dans les espaces publics, manifester, faire des rassemblements. Et ça va être le début de la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement, il s'organise en mobilisant des réseaux qui étaient déjà mobilisés autour des 80 km/h, par exemple, ou d'autres types de contestations, mais il naît en dehors des syndicats et des partis. C'est un moment de mise en crise de la représentation par les partis, par les syndicats, par les médias. Et par conséquent, comment ordonner les revendications quand on n'a pas de porte-parole, quand on n'a pas d'organisation pour les structurer? Eh bien, s'ouvrent sur les ronds-points en manifestation des premiers cahiers de doléances. S'ouvrent aussi des cahiers de doléances en ligne sur les pages Facebook. On va avoir ensuite une crise qui va durer, des autorités politiques, notamment au niveau de l'exécutif ou du chef de l'État, qui ont du mal à répondre. Et les maires d'Île-de-France et les maires ruraux de France vont y voir une occasion, à ce moment d'exercice très vertical et très centralisé du pouvoir, de jouer un rôle dans la résolution de crise. Et c'est là que va naître l'opération Mairie ouverte, donc début décembre, avec une première synthèse qui va être effectuée des doléances des maires ruraux de France et des maires d'Île-de-France. Les cahiers vont s'appeler des cahiers de doléances. Il y a des discussions, mais c'est ce terme-là qui est retenu et c'est très important. Et les maires ruraux y adjoignent les propositions. Ce ne sont pas que des griefs, il y a aussi des propositions. Les syndicats ont aussi leur rôle à jouer et à la CGT notamment, dans les unions locales ou dans les bourses du travail, des cahiers vont être ouverts qui n'ont pas été versés aux archives départementales à ce jour, mais qui sont peut-être encore sur site. Et puis enfin, en décembre, le président de la République va ouvrir donc ce grand débat national et va y adjoindre sur les recommandations de la Commission nationale du débat public des cahiers citoyens et d'expression libre, car le grand débat national, c'était avant toute chose une opération de communication politique avec des formulaires cadrés et par conséquent des réponses beaucoup moins libres que celles dont il a été question auparavant. Alors, que désignent les cahiers de doléances Est-ce que tu veux intervenir, Guillaume, ou je continue? Je peux te laisser D'accord. la main. Alors, donc une doléance, c'est une plainte orale ou écrite exposant un grief afin d'obtenir réparation, de faire connaître un malheur, une infortune. C'est une référence historique au cahier de doléances de 1789 qui avait été rédigé en vue de la convocation des États généraux. Et c'est aussi une référence moins connue, mais peut-être les plus anciennes et anciens s'en souviennent, ou en tout cas leurs parents leur en ont peut-être parlé, au cahier de 45 qui avait été ouvert à la Libération et qui sont disponibles aussi aux archives départementales. Il y avait des mouvements de jeunesse comme les Francas qui dans les Landes ont aussi rédigé des cahiers, puis il y avait les cahiers du bicentenaire de 89, pour partie encore archives privées, mais qu'on peut retrouver également. On repère différentes dénominations et là, il faut rendre hommage au travail de Guillaume qui a fait ce repérage donc de la manière dont on désigne ces cahiers de doléances, que nous on va appeler cahiers de doléances, mais qui, vous le voyez, prennent différentes formes et vous repérez à un moment les actions gilets jaunes dans ces intitulés de registres. Donc cahiers citoyens, de propositions, de doléances, de vœux.
de doléances et de propositions, suggestions et propositions. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas que des griefs, mais que ça peut être aussi quelque chose qui peut inspirer l'action publique et remédier à la crise de la représentation. Donc ces cahiers des ronds-points, vous les voyez ici en gestation dans le documentaire Un peuple. Vous avez un exemple à Sauveterre de Guyenne, en Gironde. On n'a pas trouvé d'équivalent, ça c'est une archive privée. Ils n'ont pas été versés aux archives ce document-là que je vous transmets. Et on voit ici sur le rond-point de Chartres le cahier qui circule, et donc quelqu'un dit où est le cahier de doléances, puisqu'ils sont en train de procéder à un vote pour déterminer donc la rédaction des doléances. Ces doléances, une fois qu'elles ont été rédigées, collectées et incorporées dans le processus du grand débat, comme vous le voyez, les archives nationales ont produit un circuit simplifié de la collecte des documents et du traitement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que cahiers de gilets jaunes, cahiers de citoyens ont été versés au service de la légalité et des élections de la préfecture. Là, ils ont été reproduits et ensuite les originaux, vous voyez tout en haut, versés aux archives départementales, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Le reste a permis d'avoir des transcriptions, des numérisations faites à partir des photocopies de préfecture, mais ce ne sont pas les documents principaux sur lesquels nous travaillons. Ils sont conservés aujourd'hui aux archives nationales et accessibles sur simple demande par courriel. Alors, le circuit de versement des cahiers citoyens landais, est-ce que vous voulez qu'on résume, ou Madame Motte pourra peut-être expliciter des choses dans la discussion? Donc, 22 février 2019, envoi des cahiers auprès du prestataire en vue de la numérisation à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est Numen qui va numériser les photocopies transmises. Le 27 mars, les cahiers sont remis officiellement donc, à la directrice des archives départementales des Landes, donc Madame Motte, ici présente. Ils sont ensuite classés, inventoriés. Le 19 avril, ils sont donc mis à disposition du public. C'est la même temporalité à peu près qu'en Gironde, et ce sont les plus précoces que nous ayons repérés. Dans le Finistère, par exemple, les cahiers ont été inventoriés, mis à disposition il y a 2 ans, parce que voilà, il y avait d'autres priorités, et comme personne n'avait jamais fait la demande, eh bien, ils n'avaient pas fait l'objet de cette mise à disposition rapide. Mais ça a été souligné, malgré cette mobilisation des équipes, cette mise à disposition très rapide, le fonds ne fait l'objet que de demandes très ponctuelles. En Gironde, quelques journalistes et les équipes de recherche, et ici, les équipes de recherche essentiellement. Donc n'hésitez pas, citoyennes et citoyens, à vous en emparer. Vous pouvez également accéder à l'inventaire sur le site, qui est très très complet. Alors, que nous dit cette rédaction? Donc d'abord, il faut dissiper quelques idées reçues. Comme on vous l'a expliqué, les cahiers de doléances ne sont pas synonymes des cahiers des gilets jaunes. Il y a des cahiers de gilets jaunes, mais la plupart des gilets jaunes ont boudé ou boycotté les cahiers de doléances du grand débat, car pour eux c'était le grand blabla. Ils ont organisé leur vrai débat, et par ailleurs ils avaient déjà leur cahier de rond-point. Donc ceci étant dit, il y a quand même quelques cahiers de gilets jaunes qui ont été versés aux archives, et on en a quelques exemples. Les cahiers de doléances, cela a été beaucoup dit dans le débat public, seraient des défouloirs où on aurait vu une hystérisation du débat public à cette occasion. Donc je l'ai déjà dit, mais outre le terme assez péjoratif et misogyne, c'est vraiment révélateur des craintes en fait de l'expression citoyenne, qui n'a pas du tout pris la forme d'une expression de violence désorganisée. Bien au contraire, la rédaction dans les cahiers, c'est plutôt l'accomplissement d'un geste citoyen, et c'est ce qui peut expliquer qu'on ait si peu d'informations sur le sexe, la profession des autrices et des auteurs, parce qu'ils écrivent dans les cahiers comme on va voter, avec une forme d'universalité et de neutralité. Et puis enfin, ils n'ont été ni confisqués ni cachés, contrairement à ce que certains entrepreneurs de cause ont laissé entendre dans le débat public. Comme vous le voyez ici, les cahiers, ils ont été donc soigneusement classés, inventoriés et mis à disposition du public dans
ces institutions héritières de la Révolution que sont les archives. Donc ici, Madame Motte dans les magasins. Et là, un exemple, ce n'est pas dans les Landes, mais de collecte sur les ronds-points des doléances. Et enfin, un des cahiers de gilets jaunes emblématiques, celui du péage de Virsac, qui fut le premier point de blocage autoroutier. Et là, c'est un artefact, c'est un mini péage que les gilets jaunes de Virsac ont déposé comme cahier, avec une petite barrière mobile. Donc c'est un processus, nous considérons que c'est un processus de subjectivation. Et ici, nous vous mettons des interprétations de nos collègues linguistes, Marion Bendinelli, qui travaille avec nous, qui permet donc de faire advenir un sujet politique en portant une voix porteuse d'opinion. Manon Pingam, elle y voit, elle, un nous de conscience sociale, donc une forme de prise de conscience peut-être de classe, en tout cas collective. Et puis nos collègues qui ont travaillé sur la Somme, donc Bacciochi et autres, ils voient la capacité aussi, une forme d'habilitation à intervenir dans le débat public et montrent la compétence ou le sentiment de légitimité à aborder un sujet sous un angle qui n'est pas que celui du témoignage, mais aussi celui de l'intérêt général. Donc on peut repenser la participation politique dans ces cahiers. Contrairement aux craintes estimées d'une domestication dans le cadre du grand débat, on a vu la production de ces cahiers comme un geste citoyen. Et puis, a posteriori, aussi une forme de participation inattendue, quand les gens viennent les consulter. Quand on lit ces cahiers, qu'on se les réapproprie de manière citoyenne et collective. C'est ce que font des collectifs en Gironde ou ce que peuvent faire des citoyennes et des citoyens ici. On voit aussi comment certains sujets peuvent venir nourrir le débat démocratique. Et puis enfin, et ça c'est vraiment, il faut saluer la démarche des collectivités territoriales des Landes, de Gironde, de Haute-Vienne ou de Charente-Maritime, de voir ce qu'il y a dans ces cahiers d'abord pour éventuellement voir ce que l'on peut en faire et comment les traduire. Quelques chiffres sur nos cahiers landais. Les communes ayant versé les cahiers, si on ne se trompe pas et qu'on est fidèle aux chiffres qui nous ont été communiqués, c'est de l'ordre de 200, donc sur 327 communes. On a relevé dans les cahiers originaux, selon les premiers comptages, 1285 doléances. Et dans les cahiers numérisés, 1345. Donc on a un petit écart qu'il faut qu'on élucide. Et ça, ce sera au terme du dépouillement complet. Et je passe la parole tout de suite à Guillaume pour la suite. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, 200 communes qui présentent un cahier de doléances dans les Landes sur 327 communes, c'est-à-dire qu'il y a 127 communes qui n'ont pas ouvert ou versé de cahier de doléances en préfecture en février 2019. Donc voici une petite carte qui permet de synthétiser un peu ces éléments-là. En bleu, vous avez les communes dans lesquelles un cahier de doléances a été ouvert. En gris, les communes ne présentant pas ou n'ayant pas versé de cahier de doléances. Et les cercles correspondent en fait au nombre de contributions par cahier de doléances, donc 1285 contributions individuelles pour la plupart, mais aussi parfois certaines collectives, un couple, une famille ou un collectif, une association, voilà, ayant rédigé une contribution dans ces cahiers. Alors cette carte, elle est intéressante à regarder, hein. Elle correspond grosso modo aux dynamiques de peuplement, aux dynamiques démographiques dans le département des Landes. Ce qu'on constate, c'est que plus une commune est importante, plus on va avoir de contributions. Il y a un lien linéaire assez logique finalement. Que l'on retrouve. Et donc, quand on s'intéresse aux petites communes en nombre d'habitants qui n'ont pas de cahier, les explications qu'on m'avance quand je contacte les mairies pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas forcément de cahier, ce qui apparaît, ce qu'on me dit, c'est on est une petite commune, donc il y a peu d'habitants, la mairie n'est pas forcément ouverte sur des horaires permettant une participation importante. Donc voilà, on a une relation comme ça un peu linéaire qui s'établit entre
la participation et la taille des communes. Alors cela étant dit, il faut quand même nuancer ce constat-là, et il y a d'autres paramètres qui interviennent. Comme l'a indiqué Magali précédemment, la commune de Tarnos, qui est située dans l'extrême sud-ouest du département, tout en bas à gauche, 13 000 habitants et pas de cahier, pas de contribution. Donc en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une influence assez importante finalement de l'équipe municipale, du maire, de la secrétaire de mairie aussi peut-être, de décider d'ouvrir ou pas un cahier de doléances dans la commune dans cette séquence politique et ensuite de le transmettre. Donc au-delà du simple facteur démographique, ce que je voulais souligner ici, hein, c'est qu'il y a des facteurs aussi plus locaux, politiques à avoir en tête pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a des cahiers de doléances et donc des contributions dans ces communes. Donc quand on regarde les cahiers, ce qui est intéressant, c'est qu'en ouverture des cahiers, souvent, on a parfois un petit mot du maire aussi qui explique qu'il a décidé d'ouvrir un cahier qui se faisait le relais, l'intermédiaire entre la population de la commune et le chef de l'État. Le maire de la commune d'Auris, il se présente comme facilitateur, par exemple, entre les citoyens et le niveau central. La commune, dans le cahier de la commune de Hinx, le maire écrit « Je serai votre messager ». Donc on a comme ça les élus locaux qui se positionnent en intermédiaire en fait, entre les citoyens et le chef de l'État. Alors parfois aussi en encadrant de manière assez formelle le type de contribution qu'on va avoir dans le cahier. Donc à Biscarros, par exemple, en ouverture du cahier, il y a un guide d'utilisation du cahier de doléances et de propositions. Donc il y a des consignes assez précises sur la manière dont on va rédiger les contributions, là où dans d'autres communes, c'est beaucoup plus libre et ouvert, sans consigne particulière. Alors voilà, donc des élus parfois qui se positionnent en intermédiaire avec le chef de l'État, mais aussi une position parfois beaucoup plus méfiante d'élus locaux qui voient comme ça un grand débat imposé d'en haut de manière très verticale, et donc une méfiance beaucoup plus importante chez des élus. Donc l'exemple qu'on peut citer pour sortir des Landes, c'est le cas de David Lisnard à Cannes, qui est le président de l'association des maires de France, et qui donc lui était dans une position d'hostilité, qui n'était pas favorable à l'ouverture de cahiers de doléances dans sa commune. Voilà, donc on a un panel d'attitudes assez variées finalement des maires dans cette séquence politique particulière de 2018-2019, dans le contexte de crise politique, disons, du mouvement des Gilets jaunes. Alors, toujours sur cette influence ou sur le rôle des élus locaux, des maires dans l'ouverture des cahiers. Donc, comme Magali le présentait tout à l'heure dans la séquence chronologique, en décembre 2018, on a l'opération Mairie ouverte qui est portée par l'association des maires ruraux, qui donc dès décembre 2018 vont se positionner aux côtés, si on veut, des Gilets jaunes, en tout cas être au contact direct des mobilisations, et donc dès ce moment-là être dans la démarche d'ouvrir des cahiers. Donc si je reprends ce que dit le président des maires ruraux de Gironde, Daniel Barbe, à l'époque, il dit « Je suis un gilet jaune permanent », pour montrer qu'il est vraiment conscient et au contact direct de cette mobilisation qui a lieu, et donc qui se positionne comme un amortisseur qui va transmettre les messages des habitants de sa commune au président. Donc dans les Landes, les cahiers ouverts dans le cadre de cette opération mairie ouverte, ça correspond donc à 24 cahiers de doléances avec une répartition géographique assez homogène, à peu près homogène, disons, sur l'ensemble du territoire. Un autre élément
va dans ce sens d'une influence du mouvement social et du contexte politique de l'époque. C'est des cahiers de doléances dans les Landes qui vont reprendre très directement les éléments graphiques du mouvement des Gilets jaunes et qui vont donc mentionner dans leur intitulé les Gilets jaunes. Donc ça correspond dans le département des Landes sur les 200 cahiers à 8 cahiers, donc assez peu, mais quand même quelques cahiers qui vont identifier très explicitement et directement ces cahiers au mouvement des Gilets jaunes. Donc, ce qui traduit aussi une sensibilité de ces élus, de ces mairies par rapport au mouvement social qui se déroule à ce moment-là. Alors maintenant, on va présenter quelques résultats des premières analyses qui ont été faites sur ces contributions dans les cahiers de doléances à partir des contributions qu'on a analysées dans le nord du département, dans le territoire de Haute-Lande-Armagnac. Donc, ça correspond, ces premières analyses, à l'analyse donc de 169 contributions dans le territoire de Haute-Lande-Armagnac, ce qui correspond donc à 4 contributions individuelles, je l'ai dit pour la plupart, mais aussi parfois des contributions collectives. Donc 4 contributions pour 1000 habitants, ce qui est un peu plus qu'au niveau départemental. On est à 3,1 pour 1000 dans l'ensemble des Landes. On a des contributions qui sont très hétérogènes. Donc la contribution, pour l'instant, la doléance la plus courte que j'ai pu lire, elle faisait 3 lettres. C'était RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et donc la plus longue, comme le disait Monsieur le Président, c'était 60 pages dans la commune de Biarrotte, dactylographiée et transmise en mairie. Donc on a une très grande hétérogénéité des contributions des personnes qui se sont mobilisées dans le cadre des cahiers de doléances. Sur ce territoire de Haute-Lande-Armagnac, on a plutôt une participation masculine quand on dispose de l'information qu'on peut déduire du prénom de la personne, de la manière dont elle se présente, parfois, mais pas tout le temps. Parfois, la plupart du temps, on n'a pas ces informations socio-démographiques. On a donc 47 hommes, 27 femmes et 8 couples dans ce territoire. Les 2 tiers de ces contributions, elles sont manuscrites. Donc une majorité de contributions manuscrites et 56, un tiers seulement sont dactylographiés. Le statut professionnel est assez peu renseigné, très peu renseigné, 17 seulement sur 169, avec une surreprésentation assez marquée des personnes retraitées parmi celles qui donc ont contribué à ces cahiers de doléances. Alors, ça permet de souligner le fait que les cahiers constituaient un dispositif de proximité. Hein, c'était des cahiers qui étaient ouverts dans les mairies, accessibles et aussi sans interface numérique, puisque les cahiers étaient présents directement en mairie. On pouvait contribuer avec son stylo, et donc ça a pu aussi faciliter la participation de publics peut-être plus âgés, moins familiers avec le numérique, et quelques contributions manuscrites évoquent justement cette question parfois d'inégalité d'accès et d'usage du numérique. Donc il faut aussi voir dans quelle mesure le dispositif, les cahiers de doléances, vont fabriquer en quelque sorte, construire le type de participation qu'on va recueillir. Voilà, et puis 85 contributions sont signées. Donc les personnes vont signer, marquer leur texte de leur empreinte, et donc ça marque aussi une dimension un investissement personnel chez les contributeurs et les contributrices. Alors maintenant, on va rentrer dans l'analyse du contenu de ces contributions. Qu'est-ce que nous disent les cahiers de doléances? Que disent les citoyens et les citoyennes qui se sont emparés
de ce dispositif. Et donc là, pour conduire cette analyse, on s'appuie sur les transcriptions qui ont été faites des cahiers de doléances, puisque là, on a aux archives des cahiers avec des contributions manuscrites ou dactylographiées. Et maintenant, si on veut les analyser, les traiter, il faut les rentrer dans une base de données et ensuite utiliser les logiciels. Donc c'est tout ce travail de transcription qui est nécessaire à l'analyse statistique et quantitative des doléances. Donc là, un petit nuage de mots qui présente les mots qui reviennent le plus souvent, avec le plus d'occurrences. Au centre, c'est la question des retraites, des retraités qui est la plus marquée, la plus présente. On voit aussi la question des services et des services publics qui est importante. En dessous du mot retraite, on a le terme salaire, vie, donc ça parle beaucoup des conditions de vie aussi des habitants. Et puis au-dessus du mot retraite, l'État, la question de l'État, la France aussi et les Français. Donc on va revenir là plus en détail sur le contenu des cahiers. Je veux bien. Alors, comment on s'y est pris pour essayer de dégager les grands thèmes, les grandes classes de mots? On a réutilisé la méthodologie qu'on avait utilisée avec les Gilets jaunes girondins, qui avaient une commande, une demande très simple, c'était qu'est-ce qu'il y a dans ces cahiers et comment on peut classer les mots, les thèmes, parce que à l'échelon national, on aurait 225 000 contributions. Comment on fait pour mettre tout ça en ordre? En Gironde, on en avait transcrite 1996. Et la même 169, c'est pas évident parce qu'on a des biais cognitifs et que souvent, on va lire dans les doléances ce que nous, on a envie d'y lire, y compris nous, chercheuses et chercheurs et scientifiques. Donc, pour essayer d'avoir l'analyse la plus, précise des thèmes possibles, mais aussi la moins marquée par nos biais de lecture, on a utilisé un logiciel d'analyse lexicométrique, c'est-à-dire qui analyse donc les mots les uns par rapport aux autres dans les phrases, qui a été élaboré par nos collègues de l'Université de Toulouse, qu'on remercie parce qu'ils nous aident si on a des difficultés, qui s'appelle Iramutech. Donc, il prend, si vous voulez, les lemmes, les radicaux des mots. Il faut qu'on standardise l'orthographe, qu'on enlève les grandes fautes d'accord ou d'orthographe qu'on a repérées, nous. Et on va ensuite passer l'ensemble du corpus à la moulinette d'Iramutech qui va classer, donc établir des classes de mots en fonction de la proximité des uns et des autres dans les phrases. Il ne connaît pas le sens des mots. C'est nous qui allons ensuite définir ou plutôt désigner, nommer les classes de mots qui ressortent. Alors, comme vous le voyez, on a deux grandes branches du premier arbre. Et ces deux grandes branches, elles renvoient plus ou prou, comme en Gironde, à deux manières de concevoir la citoyenneté. La manière politique, donc tout ce qui va relever des questions démocratiques, des différentes formes de participation, des institutions, mais aussi de ce qui fait le lien politique. Et puis, vous avez la branche donc, où il y a le plus de classes de mots, qui est tout ce qui renvoie à la citoyenneté sociale telle qu'elle a été définie après 1945 par les ordonnances qui créent la sécurité sociale, qui créent l'ensemble de nos droits sociaux, qui s'exercent où nos droits sociaux? Dans les services publics. C'est aussi la classe qui renvoie à ce qu'on pourrait appeler comme l'habitabilité d'un territoire. Ce n'est pas seulement le territoire en tant qu'espace, mais c'est aussi ce qui permet d'y vivre, son développement, la question de l'environnement, de l'écologie, que nous, avant, donc la classe numéro 1, on appelait la transition écologique juste, mais qui, au final, s'avère plutôt vraiment la question du développement et des territoires. Donc, voici les classes de mots qui ont été aimablement retranscrites par la collectivité de Haute-Lande. Voici comment elles se répartissent. Citoyenneté sociale, c'est ce qui recouvre la majorité des lemmes, c'est-à-dire des plus ou moins radicaux de mots, et qui renvoie à la question de la justice, de l'équité comme principe et comme valeur, mais aussi de l'égalité. C'est le volet égalité et fraternité de notre devise.
Le premier groupe qui se détache et qui n'est pas le plus important en termes de mots, c'est celui donc de l'habitabilité, environnement, développement territorial, énergie, mobilité, mais aussi pollution. Et là, c'est une singularité dans la Haute-Lande, c'est la question de l'eau, qui n'apparaît pas en Gironde. C'est ici qu'on trouve aussi la question de la forêt et des propositions comme le ferroutage, là aussi liées à la spécificité territoriale et qu'on va être amené à creuser. C'est la classe de mots qui, ensuite, deuxième branche à part, renvoie à la question de la justice avec ceux d'en haut, avec les élites notamment politiques, les parlementaires, les hauts fonctionnaires, par opposition, donc vous le verrez dans une classe côté démocratique à ceux d'en bas. Et c'est ici que sont dénoncés les privilèges de l'exécutif, du président, des députés, des sénateurs. Je n'y reviens pas. Ensuite, on redistingue donc les classes, second tri, et ce qu'on voit, c'est apparaître, qui se distingue à part, la classe 6, 9% des LEM, ce sont les services publics. Donc c'est vraiment le lieu où s'exercent nos droits sociaux, qui fait l'objet d'une grande inquiétude dans le territoire, liée à leur maintien, à leur disparition, dans une moindre mesure, ça on le voit davantage en Gironde, à leur privatisation aussi. Donc ils sont menacés voilà, de disparition ou de privatisation. On voit enfin apparaître ces deux grosses classes et le plus gros du corpus, c'est la question de ce que certaines centrales syndicales avaient appelé le pouvoir de vivre, autour du pacte du pouvoir de vivre, autrement dit, ce qui vous reste une fois que toutes les dépenses contraintes ont été comment dire, dépensées, enfin satisfaites. C'est la question des budgets contraints, c'est qui renvoie à la notion d'augmentation, du pouvoir d'achat, des salaires, des pensions de retraite, à l'injustice vécue de l'augmentation de la CSG. Ça, c'est quelque chose qui revient. À la question de l'indexation ou pas des pensions de retraite, des salaires aussi, ou des minima sociaux sur le coût de la vie, aux taxes, voilà, à tout, enfin, à la question des revenus et de comment on peut vivre de son travail, ou quand on peut encore travailler, ou de la solidarité nationale. Enfin, autre grande classe de mots, légèrement moins importante, c'est celle de la citoyenneté politique, démocratique, et qui renvoie beaucoup à l'écoute. À part dans la première branche, ce sont toutes nos institutions démocratiques où on trouve toutes les propositions, notamment sur le vote, la proportionnelle, le vote obligatoire, qui est là encore une singularité ici, la reconnaissance du vote blanc qu'on voit beaucoup émerger, peut-être un peu moins en Gironde, même si elle est présente, la fameuse dose de proportionnelle aussi. Et puis, enfin, deux autres grandes classes. Alors là vraiment, on a une différence avec les doléances girondines, puisqu'on a 5 classes de mots aussi dans le volet citoyenneté politique. C'est qu'ici, on va avoir une classe, la classe numéro 4, qui rassemble 18% du corpus, un peu plus, qui renvoie à la participation via le grand débat, via éventuellement la question du mouvement social, quand on parle de méthode, par exemple, des cahiers de doléances. Et puis, on a une classe qui recoupe en fait la majorité des lemmes, des mots, qui constituent donc 21%, quasiment 1 sur 5, un peu plus d'1 sur 5 du corpus, où là, on a, comment dire, la question de la souveraineté, dans un sens très large, du sentiment d'appartenance territoriale et politique. Là encore, on peut voir des choses sur le mouvement social, je pense à la violence, les gilets jaunes, qui s'y expriment. Tandis qu'en Gironde, cette classe-là, elle va se subdiviser, si vous voulez, avec d'un côté vraiment très fortement distincte la catégorie de mots qui renvoie au mouvement social et aux gilets jaunes, à la colère, aux émotions, en positif comme en négatif. Et puis deux autres petites classes qui vont apparaître, moins de 3% du corpus sur les questions sécurité, réponse pénale, justice, éventuellement immigration, et une petite classe de 4% de mots en Gironde sur les questions de souveraineté, mais vraiment entendues comme la place de la France dans le concert des nations, l'UE, avec une dimension soit
assez inclusive, soit très exclusive, donc de repli sur la communauté nationale et de patriotisme. Ici, on n'a peut-être pas suffisamment de mots, ou peut-être que ce ne sont pas des doléances qui sont suffisamment importantes, en tout cas en Haute-Loire-Armagnac, pour que ça fasse des classes de mots à part. Donc tout ça est regroupé. J'espère que j'ai été claire et puis on y reviendra dans le débat. Alors, pour illustrer un peu le contenu de ces 8 grandes classes, là, je vais les présenter dans le temps qui reste assez rapidement en m'appuyant sur des cas concrets. C'est aussi ça l'intérêt de travailler sur les cahiers de doléances, c'est qu'on est confronté directement à un matériau qui est très riche et avec beaucoup d'informations. Donc la classe numéro 7 qui parle des budgets contraints, du pouvoir d'achat, du niveau de vie des personnes, de la question des petites retraites. Donc là, j'ai repris la doléance d'une habitante de la commune de Pissos qui est retraitée, âgée de 63 ans, et qui s'exprime ainsi donc dans le cahier de doléances. Monsieur le Président, je suis gilet jaune. Si on me demande pourquoi, c'est pour le pouvoir d'achat. J'ai 63 ans, après avoir travaillé toute une vie. Je suis à la retraite depuis un an. Je touche 643,55 centimes d'euros de retraite, 178,12 de complémentaire, ce qui fait 821,67. Je pense que si la CSG nous était retirée, cela ferait pour moi 29,18 euros de plus. C'est déjà pas mal. Essayez de vivre avec cela, magasin, Aldi, Lidl. Je vois que les retraités, nous sommes au plus bas de l'échelle. Faites quelque chose, monsieur Macron. Donc ça, c'est assez emblématique, caractéristique du type de doléance qu'on peut lire quand on consulte les cahiers de doléances. Et c'est un élément qui revient fréquemment. On l'a vu avec l'analyse par grande catégorie, cette question du pouvoir d'achat, du niveau de vie. Autre contribution à Solferino, une habitante qui commence sa doléance, son écrit par Je suis la France d'en bas. Donc c'est vraiment ce type de contribution qu'on est amené à lire dans les cahiers de doléances. Donc je suis la France d'en bas. Ensuite, baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, oui, 3 fois oui. Là, donc c'est ces questions hein, de pouvoir d'achat, niveau de vie aussi, qui la question, le mot vie, hein, qui est bien haut dans cette classe-là. Donc quelqu'un qui s'exprime ainsi dans la commune de Pugeot-le-Plan, en souhaitant qu'il prenne, donc le président, qu'il prenne vraiment conscience du malaise profond et qu'il sache entendre les besoins vitaux des citoyens français. Donc dans des adresses très directes au président de la République, voilà le type de questions qui émergent dans les cahiers de doléances. Et alors, ces éléments-là, il faut aussi les rattacher au territoire, ici, Haute-Lande à Armagnac, territoire de faible densité, forestier, assez agricole, et donc où ces caractéristiques du territoire, elles ont forcément une incidence sur le contenu des doléances avec des retraités modestes présents dans le territoire. Et donc pour l'illustrer, là, une doléance de la commune de Cachin qui le dit très bien, Monsieur le Président, donc c'est un monsieur, depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours vécu dans le milieu agricole et forestier, car j'habite dans les Landes, et c'est dans ce domaine où l'on trouve le plus de travail. Je n'ai pas pu faire d'études car j'avais 7 frères et sœurs et mes parents n'ont pas pu nous payer d'études à chacun. Alors il a fallu travailler. Ce qui me dérange, Monsieur le Président, c'est qu'après toutes ces années, je me retrouve à la retraite en mauvaise santé. Je ne gagne même pas 900 euros par mois. Donc ça, c'est vraiment caractéristique de cette classe de mots et du type d'éléments qui apparaissent dans les cahiers. Donc je poursuis avec la question des injustices fiscales. On l'a dit, ça revient très fréquemment. Le terme ISF qui est très haut dans la classe aussi. Donc la question de la fiscalité, rétablir l'ISF, c'est quelque chose qui est assez fréquent, récurrent, qui est associé souvent avec une demande d'équité. C'est-à-dire que chaque citoyen et citoyenne doit contribuer, payer des impôts en fonction de ses revenus et de ses moyens.
Et ça, on retrouve ça dans une doléance de la commune de Serres, un monsieur qui écrit que les gros, McDo, Google, Amazon, Carrefour, payent gros et que les petits, artisans, TPE, PME, payent petit. Donc cette demande d'équité, elle est très marquée, très présente dans les cahiers de doléances. Et en fait, on voit que ces contributions qui ont environ 7 ans aujourd'hui, elles sont toujours d'actualité, puisque les débats sur la fiscalité, ils sont encore très présents, importants dans le débat public et politique aujourd'hui. Donc je ne prends pas le temps de lire toute la doléance, j'avance. Donc la question du maintien, comme l'a expliqué Magali, du maintien des services, et notamment des services publics en milieu rural, donc là qui est très bien exprimé et explicité par cette habitante retraitée de la commune de Luxeuil. Donc on retrouve dans cette catégorie, dans cette classe de mots, donc l'importance de maintenir les services publics en milieu rural et le sentiment d'appartenance au territoire, d'appartenir à un territoire rural, au village, aux petites communes. Ça, c'est des choses qui reviennent très souvent dans ces communes et dans ces cahiers. À Solferino, par exemple, quelqu'un qui écrit arrêter la fermeture des bureaux de poste dans les villages et les petits services. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent. Donc articulé toujours à la question de l'aménagement du territoire, de la ruralité, des petites communes, et aussi l'idée que ces modes de vie, d'habiter dans les territoires ruraux, ils sont méconnus ou ignorés du pouvoir politique central et des grandes villes. Donc cette particularité d'habiter dans les territoires ruraux, elle est pas connue. À Sort, par exemple, dans une doléance manuscrite, on peut lire il faut penser que les petits villages comme Sort, donc dans les petits villages comme Sort, les choses ne sont pas pareilles qu'en ville. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces cahiers de doléances, ce sentiment d'appartenance au territoire. Alors, articulé avec cette question des injustices sociales, fiscales et territoriales, une critique des avantages ou des privilèges qui existent au sommet de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans les cahiers de doléances des Landes, mais dans les autres départements dans lesquels on a des informations également. Hein, les privilèges des élus nationaux au sommet de l'État qui sont dénoncés. Critiqués. Donc il faudrait donc les réduire le train de vie de l'État. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. L'importance des indemnités, des élus nationaux, députés, sénateurs aussi, c'est quelque chose de très marqué. Et parallèlement, ça s'accompagne souvent, ces doléances, de discours plutôt positifs en direction des élus locaux, des maires, des communes, qui vont être remerciés pour l'ouverture d'un cahier de doléances dans leurs communes, qui sont vraiment voilà, plutôt félicités pour leur engagement au niveau local. Donc ne pas surcharger les maires de nouvelles responsabilités pour des traitements modestes. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans un cahier. Et aussi redonner du pouvoir à l'échelon municipal, aux mairies. C'est ce qu'on peut lire souvent dans les contributions. Donc la transition écologique juste, elle est aussi très présente dans les cahiers. Et elle s'exprime notamment à travers la question de la voiture, des mobilités, des déplacements, donc qui était aussi un élément central dans la mobilisation des Gilets jaunes. Mais cette question de la transition écologique, mais juste, ça revient assez fréquemment. Bon voilà, articulé aussi, comme l'a dit Magali, avec la demande de développement d'autres modes de déplacement, du ferroviaire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi, le développement du trafic ferroviaire en milieu rural. C'est des choses qu'on peut lire
dans les doléances. Et le rapport à la transition écologique, il est aussi présenté et pensé de manière relationnelle par rapport à d'autres groupes sociaux qui sont les habitants des grandes villes et des métropoles. Dans la commune d'Arru, pardon pour la prononciation, une femme, une dame qui écrit « Travailler à Paris et habiter à Bordeaux, est-ce bien raisonnable ?» Point d'interrogation. Aller toujours plus vite, toujours plus loin est un mode de développement qui a montré ses limites. Donc les conditions de la transition écologique, elles sont pensées aussi, articulées avec d'autres modes de vivre et d'habiter le territoire. Et donc, surtout pensées de manière relationnelle avec les espaces urbains. Bon, on pourra revenir éventuellement, cette doléance, voilà, elle évoque aussi la question du diesel qui est apparue dans plusieurs contributions. On pourra peut-être y revenir. Donc, donc ça, c'est les 5 classes que là je viens d'aborder, c'était la branche plutôt socio-économique. Et donc là, les questions de citoyenneté politique ici qu'on va voir maintenant. Donc la citoyenneté française, le sentiment d'appartenance nationale à la communauté française qui revient dans cette classe-là avec les mots genre, pays, France, offrir, etc. Donc un ensemble de contributions autour de ces questions. Alors là, j'ai retenu une doléance qui exprimait assez bien ça. Donc un monsieur dans la commune de Cachin qui écrit « Mes solutions vous feront peut-être sourire, Monsieur le Président, et irréalisables, mais essayez de nous comprendre et de voir que vous avez une France qui va mal, que des gens sont dans la misère, plus que moi c'est sûr, mais il y a trop d'inégalités pour arriver et rester en haut, Monsieur le Président. Il faut penser aux gens d'en bas et ne pas les mépriser, car la colère monte et notre pays perd sa belle image de liberté, égalité, fraternité. Et sachez, Monsieur le Président, que j'aime mon pays et que je veux en être fier. » Donc voilà, un ensemble de contributions autour de ces questions d'appartenance et de sentiment d'appartenance nationale. Une classe qui se dégage autour de la participation citoyenne, notamment dans le contexte dans le contexte d'ouverture des cahiers. Donc là, c'est dans cette classe qu'on va retrouver les mots doléance, cahier, écrire, donc toutes ces questions autour du dispositif un peu de participation citoyenne. Donc là, j'ai relevé cette doléance d'une habitante de Comensac, puisque je la trouvais assez amusante, la dame qui écrit au président et qui dit « Monsieur le Président de la République, c'est bien gentil d'ouvrir des cahiers de doléances, mais déjà, pourquoi vos équipes ne répondent-elles pas au courrier qu'on vous adresse? On peut donc se poser des questions quant à la suite à donner à ces cahiers de doléances. Je vous joins donc les 2 lettres adressées en septembre 2018. » Donc là, dans le cahier de doléances, on a effectivement les 2 courriers d'interpellation au président de la République. Alors, je poursuis avec cette dernière classe de mots autour d'un ensemble de propositions de transformation, de réforme du système électoral et des institutions démocratiques. Et donc, ce que je trouve assez frappant dans cette classe de mots, c'est qu'on a beaucoup, ou en tout cas assez souvent, la demande de rendre le vote obligatoire, parce que les citoyens qui s'expriment aussi, c'est pour la plupart, ou pour certains en tout cas, des citoyens qui sont très investis sur les scènes associatives, locales, parfois municipales, et donc qui ne comprennent pas que d'autres citoyens ne profitent pas des cahiers de doléances ou du bulletin de vote pour s'exprimer. Donc ça, c'est aussi ce qui est intéressant avec l'enquête sur les cahiers, c'est de pouvoir faire des entretiens, rencontrer les contributeurs et les contributrices. Là, je l'ai fait pour l'instant avec 3 personnes donc, qui ont participé et rédigé dans les cahiers. C'est le cas de ce monsieur citoyen retraité de la commune de Saint-Gor. Et donc, pour lui, voilà, le fait de voter, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est un monsieur qui a plus de 70 ans, qui a été socialisé avec l'idée de citoyenneté très importante, que le fait de se déplacer au bureau de vote, c'est quelque chose qui compte. Et donc,
voilà, on comprend aussi pourquoi cette question du vote blanc, elle est importante, en tout cas dans ce territoire, enfin du vote obligatoire plutôt, dans ce territoire de Haute-Lande. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la suite? Donc le projet de recherche, hein, qui a démarré là depuis 2 mois et demi, va avancer territoire par territoire. Donc là, les premiers résultats qu'on a évoqués, c'est ceux de Haute-Lande-Armagnac. L'idée, c'est de pouvoir avancer sur l'ensemble du département et de faire un travail de comparaison infradépartementale, de voir s'il y a des différences significatives entre les différentes zones et territoires du département. Par exemple, on peut faire l'hypothèse que les questions liées à la ruralité, aux faibles densités, elles seront peut-être moins présentes dans d'autres contextes plus urbains ou périurbains. Donc ça, c'est à l'échelle départementale. Et puis aussi de pouvoir comparer ces éléments avec d'autres départements pour lesquels on a des informations comparables, Gironde ou Creuse notamment. Donc on va poursuivre ce type d'analyse lexicométrique pour voir quelles sont les occurrences, les thèmes qui reviennent le plus fréquemment dans les contributions, et en parallèle conduire un travail plutôt d'enquête de terrain pour solliciter les contributeurs, les contributrices quand on a des informations qui permettent de les identifier et donc de les contacter, de faire des entretiens avec elles, avec eux pour savoir comment leur vision des choses exprimées dans les cahiers de doléances il y a 6 ou 7 ans a évolué aujourd'hui, et comment, a posteriori, ils voient cette participation citoyenne dont qu'ils ont pu effectuer. Et donc l'idée aussi, c'est en matière de valorisation et de diffusion des résultats, c'est de faire en sorte que les citoyens et les citoyennes du département, les élus aussi, puissent s'emparer du contenu des cahiers de doléances pour qu'on en ait une connaissance portée au plus grand nombre. Pour reprendre la formule qui a été évoquée dans le département de l'Aude, où des personnes travaillent sur les cahiers, c'est une forme aussi de politesse démocratique pour les gens qui se sont exprimés dans les cahiers de doléances et qui ont finalement été assez peu entendus suite à cette participation citoyenne. Donc là, une liste de possibilités, de manières de rendre compte du contenu des cahiers, des ciné-débats, des agoras, pièces de théâtre. C'est des choses qui existent dans plusieurs territoires, et des médiations dans les médiathèques, les centres sociaux ou les cercles. Voilà. Merci beaucoup. Souda pour cette conférence qui présente donc les premiers résultats de ce projet de recherche. L'idée, c'était aussi de garder du temps pour avoir des échanges avec vous, pour pouvoir répondre à vos questions sur l'un ou l'autre des aspects qui ont été abordés. Donc la parole est à la salle. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. Alors, sur la carte que vous avez présentée tout à l'heure, il y avait donc ces fameuses taches bleues peu foncées, où on voyait donc les communes qui avaient ouvert leur cahier de doléances. Et il y a une grise grande qui est toute seule là. Est-ce qu'on peut connaître cette commune? Parce que dans le paysage, elle détonne vraiment. Cette commune-là qui est... Non, sur le littoral. Alors, le nom de la commune, je m'adresse à la salle du coup, je ne sais pas. Pardon? Non, je ne sais pas quelle est cette commune. Ah. Si quelqu'un a l'info. Ah, c'est Messanges. Ah, d'accord. Les Messanges, très bien, merci beaucoup. Alors, deuxièmement, j'ai vu quand même que c'était aussi normalement une action de cahier de proposition.
Mais Oui. en dehors des votes obligatoires qui sont tout à fait recevables, est-ce qu'il y a eu vraiment d'autres propositions? Est-ce que les gens, par exemple, ont dit, moi, ce que je peux faire pour que ça aille mieux, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit ça? C'est-à-dire des propositions, Bah, non pas qu'on attende de l'État ou de Oui, mais l'autorité politique, mais que l'individu oui, propose. mais l'action citoyenne n'est pas d'attendre que l'État travaille pour vous. L'action citoyenne, c'est aussi de participer, de projeter, de s'investir. Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, je pense immédiatement à la contribution que j'ai présentée à la fin du monsieur de Saint-Gor, qui lui était pour la reconnaissance du statut de bénévole dans le milieu associatif. Enfin, c'est quelqu'un voilà, qui est, comme je disais, qui est très investi dans plusieurs associations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu voilà, chez un autre contributeur qui insistait sur l'importance de l'engagement au niveau local. Donc je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais la reconnaissance de l'engagement bénévole dans des associations, c'est quelque chose qui est demandé, quoi. Ouais. Non, parce que j'ai été surpris il y a quelques jours, j'ai entendu le président de l'Association des maires ruraux de France, qui est maintenant au gouvernement, M. Fournier, qui a dit très clairement, il a dit, nous, dans notre commune, je crois que c'est dans les Vosges, dans les maires, on n'attend rien des autres. On fait tout nous-mêmes. Enfin, je raccourcis, hein, mais c'était un peu ça. Donc, est-ce qu'il y a on sent une volonté des gens de se prendre en main? C'est ça ma question. Là, comme ça, j'ai pas d'éléments. C'est parce que en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les contributeurs dans les cahiers, ils s'adressent souvent à une autorité. C'est souvent, oui, c'est souvent une demande. Donc, le dispositif fait que il y a une adresse à une autorité, souvent au président de la République. Euh, donc, il n'y a pas trop de questions, de mon point de vue, d'organisation, de mobilisation locale, quoi. Surtout que les contributeurs individuels sont seuls face au cahier la plupart du temps. On peut trouver des actions individuelles, je pense, dans la classe transition écologique. C'est peut-être là où on voit le plus. Moi, je trie mes déchets, moi, je fais des efforts, j'économise de l'eau, j'essaye. Et en haut, je ne suis, et en gros, et là, on interpelle les autorités pour dire, et au niveau de l'État, voilà. Donc, moi, là où je les ai repérées, ces actions individuelles, c'est à ce niveau-là, plus rarement sur l'accueil d'autrui ou dans des actions de solidarité concrètes, mais aussi parce que à partir du moment où les cahiers de doléances des maires ruraux ou des Gilets jaunes deviennent des cahiers d'expression libre dans le cadre du grand débat, ben, c'est l'État qui intervient. Alors, voilà, ça va changer quand même un peu le contenu et ce que les gens nous disent. Mais il faut qu'on approfondisse. Alors, juste deux, trois petites questions. Là, ici, vous avez dit dans les projets de travail que vous alliez faire des entretiens individuels, donc je suppose avec des contributeurs, mais comment vous allez les retrouver? C'est une question. Ensuite, vous avez dit aussi que tout avait été numérisé avant la remise à Madame la directrice par le chef de cabinet du préfet des documents originaux. Est-ce que cette numérisation est accessible pour le grand public? Et puis, vous avez parlé de 12 bénévoles. Est-ce qu'il est possible qu'il y en ait un 13e et puis un 14e éventuel? Alors, je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a une bonne occasion finalement de se saisir de ces contributions et puis qui ont été travaillées par un certain nombre de nos concitoyens. C'est les élections municipales et comme moi je vais être sur une liste à Dax, je suis intéressé pour travailler notamment sur les cahiers de doléances qui auraient été produits à Dax ou dans le Grand Dax. Voilà. Mais je m'intéresse aussi au reste, mais plus particulièrement, et donc avant le mois de mars. Est-ce que tu veux répondre, Guillaume?
Sur la première question, comment on peut retrouver les contributeurs et les contributrices? Eh ben, dans un certain nombre de contributions, les personnes ont laissé leurs coordonnées, numéro de téléphone, adresse postale, adresse mail, ce qui permet de les contacter. Donc c'est assez simple de les identifier. C'est minoritaire, hein, je précise quand même, comme les professions. C'est loin, très loin d'être systématique, mais ça permet quand même d'avoir un échantillon de personnes quand elles répondent et qu'elles sont disponibles pour répondre aux questions d'un chercheur ou d'une chercheuse. Sur les transcriptions, là, je dois dire que le travail de transcription, il est déjà bien avancé. On arrive quasiment au terme des transcriptions, donc c'est compliqué d'élargir à ce stade beaucoup l'équipe de contributeurs, enfin de personnes qui font les transcriptions. Par contre, bah, je pense qu'on est preneur d'impulser des dynamiques collectives autour des restitutions du contenu des cahiers de doléances dans les territoires. Donc voilà, le projet, il est aussi conçu dans ce sens d'être une démarche citoyenne pour que les citoyens puissent s'emparer de ces cahiers, de leur contenu et en quelque sorte les faire vivre aussi dans le territoire, quoi. Sur les numérisations, elles sont les cahiers de doléances de Dax qui ont été numérisés par le service par la Numen, c'est les photocopies en fait, hein, qui ont été numérisées. Elles peuvent être accessibles sur demande aux archives nationales. Vous allez sur la page Archives nationales Grand Débat et ils vous enverront une clé USB parce que les fichiers sont très lourds. Mais sinon, vous pouvez venir ici les consulter. Encore une fois, c'est faisable. Et je crois que pour la ville de Dax, sauf erreur, les transcriptions sont quasiment achevées. Voilà. Donc, il peut y avoir des restitutions envisageables, effectivement, où on explique ce qu'il y a dans les cahiers de doléances de Dax ou ailleurs. Alors, Oui. petite précision géographique, Non. pardon, juste avant la question, c'est donc, Monsieur le Président me précise que la commune, c'est Vielle-Saint-Giron. Voilà. Oui. Alors, merci beaucoup à tous les deux pour cet exposé très, très clair et très enrichissant, et puis déjà pour la qualité de vos réponses aussi. Moi, j'ai une question sérieuse et une qui l'est peut-être un peu moins après, je ne sais pas, c'est vous qui jugerez. La question sérieuse, elle porte sur l'absence, a priori, dans ce que vous avez restitué, l'absence d'énoncés qui pourraient relever de thèses, on va appeler ça les thèses d'extrême droite. Il n'y a pas, alors je ne sais pas comment, il faudrait les catégoriser, mais est-ce qu'il y a dans les cahiers tels que vous les avez analysés des énoncés xénophobes ou racistes, par exemple, pour aller court? Alors, pour avoir un peu regardé ce qu'avait fait l'Assemblée des Assemblées, il me semble que ça disparaissait au fur et à mesure que c'était discuté et mis en forme, qu'on pouvait entendre de grosses bêtises, pour le dire à mon goût, sur les ronds-points, parfois, comme partout, hein, mais qu'on ne les retrouvait pas ensuite. Alors, est-ce que c'est vérifié? Et à votre avis, si c'est le cas, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas, du coup, une limitation aussi de la représentativité de ce qui est dit? Puisque dans certaines communes, vu les scores de l'extrême droite, on s'étonne de ne pas trouver ce type d'énoncé. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus. En plus que c'est un enjeu un peu fort. Et l'autre question qui est peut-être un peu moins sérieuse, mais alors, bon, les archives, c'est pas du passé, hein, on est bien d'accord. C'est pas ce que je vais vous dire maintenant. La mémoire, c'est vivant, ça se travaille, et c'est pas les archives, c'est pas quelque chose où on met des choses qui sont passées. Mais qui a décidé de mettre les choses, de mettre ces documents dans les archives? Et est-ce que ce n'est pas, là peut-être que je fais un procès d'intention à la présidence de la République, mais est-ce que ce n'est pas l'idée un petit peu d'en finir avec tout ça, quoi? Je veux dire, un petit peu inconsciemment, est-ce que c'est le dire, on les fout là, et puis comme ça, parce que connaissant les méthodes habituelles et puis le goût pour le numérique et tout, on pourrait imaginer qu'il ait fait une grande plateforme et tout de consultation. Pourquoi est-ce qu'il les a mis dans les archives? En plus, c'est un peu péjoratif pour les archives, je trouve, que de dire, voilà, on va les oublier là. Voilà.
Je dis que ce n'était pas une question sérieuse. Hein. Est-ce que tu Alors, veux répondre je peux un mot, donc une réponse sur la première question. Les discours, disons, anti-immigration qui font écho aux prises de position politique de l'extrême droite, elles sont présentes hein, dans les cahiers de doléances. On en voit quand même un certain nombre. Là, ce qu'on a présenté, c'était l'analyse statistique textuelle sur les 169 contributions de Haute-Lande-Armagnac. Donc il faudra voir à l'échelle plus large du département si c'est différent. Et surtout, ce qui était important à noter, c'est que le terme migrant, dans l'analyse lexicométrique, en fait, était pas au premier rang de la classe de mots qu'on a présenté ici. Voilà, il arrive finalement au milieu de cette classe de mots, en notant aussi que le mot migrant, il peut être associé avec des idées très différentes d'une contribution à l'autre. Donc, on a des discours anti-immigration, stop l'immigration, ça c'est des choses qu'on lit, qu'on peut lire dans les cahiers de doléances, lutter contre l'immigration clandestine, stopper radicalement l'immigration clandestine en France, voilà, c'est des choses qu'on va lire. Mais à côté de ça, il y a aussi des contributions où on va demander une politique d'accueil des migrants juste, digne et solidaire, là pour celle que j'avais relevée. Donc les prises de position, à la fois la question de l'immigration, elle n'est pas forcément centrale dans le corpus, et à l'intérieur, le terme immigration, il est associé avec des idées aussi très, très contrastées. En tout cas, ces questions ne semblent pas avoir la place qu'elles occupent dans le débat public et dans les champs politiques et médiatiques, quoi. Voilà, c'est ça qui est important à dire aussi. Ouais. En fait, les cahiers de doléances en Gironde et dans les Landes, ils semblent vraiment confirmer la thèse proposée par Vincent Tibéri dans son ouvrage sur la droitisation. C'est que la droitisation, c'est un effet de loupe sur le champ médiatique et un segment des réseaux sociaux. Mais dans les préoccupations qui concernent au jour le jour les personnes qui vivent et font vivre nos territoires, ces thématiques portées par les droites radicales voilà, elles sont en fait très minoritaires. Et l'immigration, comme l'Europe, c'est vraiment en plus, ce sont des termes sur lesquels nous ne pouvons pas savoir a priori la tonalité. L'Europe, c'est à la fois un problème et une solution, et c'est parfois les deux dans la même doléance. Et l'immigration, c'est un petit peu pareil, avec plus de tonalité négative, mais pas que. Et donc, alors peut-être que les gens n'en parlent jamais, mais ils pensent toujours, comme dirait l'autre. Mais néanmoins, quand ils font ce geste citoyen, pour les cahiers, ce n'est pas ça qu'ils expriment. Après, il y a un deuxième élément qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'en 2022, dans les sondages d'opinion qui valent toujours ce qu'ils veulent, mais qui peuvent être des indicateurs, l'électorat Rassemblement national qui choisit Marine Le Pen au premier tour le fait pour la question du pouvoir d'achat, je crois, à 80%. La question se pose de, finalement, les partis qui, historiquement, ont incarné l'intérêt du peuple, de la classe laborieuse, pour ne pas dire ouvrière, car c'est bien plus vaste, et qui portaient ces questions-là, manifestement, ont du mal à se faire entendre ou ont du mal à la porter dans le débat public. Et pour cet électorat-là, c'est Marine Le Pen qui semblait plus légitime. Alors que l'électorat préoccupé par l'immigration s'est déporté vers le vote Zemmour. Donc il faut qu'on affine et il faut qu'on fasse les entretiens, qu'on recoupe avec les cartes aussi des choix électoraux du premier tour. Et les Landes, comment parce que il nous faut un petit peu de temps et surtout, il nous faut des corpus très propres pour pouvoir ensuite, c'est un peu compliqué, mais quand on fait nos bases de données, il nous faut une clé, il nous faut une colonne qui nous permette de faire des jointures avec les bases INSEE. Ici, c'est le code INSEE. Donc, il faut qu'on le renseigne. Et ensuite, avec Monsieur Bouba Olga de la DATAR, on va apparimenter les bases et on va pouvoir voir le vote. On va pouvoir voir l'offre de soins à un niveau très, très, très fin
pour chaque profession médicale, par exemple. On va pouvoir voir les transports, on va pouvoir voir plein de choses. Donc là, on est au début, hein. Quand même, en 2 mois de recherche, c'est quand même pas mal. Voilà, il a bien bossé. Et je laisse Madame Motte vous répondre sur les archives. La question provoque. Oui, alors pour les archives, si on veut en finir avec les archives, en fait, on les met pas dans un service public d'archives où elles vont être classées, conservées et mises à disposition en salle de lecture. C'est tout à fait le contraire qui a été fait. Et en fait, le sort des cahiers citoyens, il n'est pas différent de celui de l'ensemble des archives publiques en France qui sont collectées dans le réseau des services d'archives. En France, on a un réseau qui est très fort, qui est structuré aux différents échelons territoriaux de l'organisation administrative française. Et puis, on a aussi une législation très protectrice, le Code du patrimoine, qui garantit quand même que de tels documents, depuis la Révolution française, au lieu de finir ou de rester sous le coude dans les services, aboutissent quand même dans des services qui permettent ensuite de les rendre accessibles aux citoyens et puis accessibles à la recherche, puisque voilà, c'est vraiment le sujet de ce soir. Ce qu'on peut dire sur les cahiers citoyens, c'est que c'est vraiment un objet archivistique à part. Parce qu'en général, les documents d'archives, avant de devenir archives définitives et d'être versés dans les services, ils ont quand même une durée d'utilité administrative assez longue. Et là, fin février, on clôture les registres, on les envoie à Paris pour les numériser. Et fin mars, il y a une circulaire ministérielle qui sort pour qu'ils soient versés aux archives. Un delta d'1 mois, c'est vraiment un objet archivistique qui montre qu'on a pris conscience très tôt de leur importance de les préserver et donc de les classer et de les rendre disponibles. Après, la question de la plateforme nationale, le souci, c'est que cette matière, elle est aussi soumise à la protection du délai de la vie privée. Dans ces doléances qui sont consultables, on a quand même un certain nombre de données à caractère personnel qui ne sont aujourd'hui pas au sens du Code du patrimoine et du RGPD diffusables en ligne. Oui. 50 ans. Si je peux ajouter quelque chose, parce que le fait que ces cahiers, in fine, soient déposés aux archives départementales et pas à Paris, ça a été quand même, ils sont très pudiques les archivistes, le fruit d'un bras de fer qui s'est engagé et où cette profession extrêmement discrète a pris quand même la parole pour dire que les cahiers de doléances devaient retourner aux archives départementales avec les autres cahiers de doléances. Et ils ont été et elles ont été entendus. Sans quoi, voilà, c'est vrai qu'ils seraient peut-être restés à Paris, aux archives nationales très bien conservées, mais peu accessibles pour nous. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, cette proximité des archives. Il y a une question aussi. Bonjour. Alors moi, ça m'a évoqué plusieurs questions parce qu'on travaille aussi au niveau du Conseil économique, social et environnemental régional de la Nouvelle-Aquitaine sur une commande qui a été faite par le président de la région pour donc le Césaire de son nom, de rendre un rapport. Alors le Césaire, c'est une entité avec des organisations syndicales, des associations et des organisations patronales. Et l'idée, c'est de représenter la société civile au niveau régional. Donc moi, je ne suis que dans les services, donc je ne représente absolument pas l'institution, mais voilà, je viens à titre d'information. Et donc, du coup, j'ai plusieurs questions parce que ce que vous montrez sur le format et le profil des contributeurs, c'est très similaire avec d'autres résultats dans la région, notamment en Charente-Maritime, en Creuse ou en Gironde. On a les mêmes résultats sur une plus grande part d'hommes lorsque c'est déclaré. Est-ce qu'il y a des premières interprétations sur ces éléments? Le fait que ce soit signé, donc du coup ce serait une démarche citoyenne, le fait que ce soit anonyme, ce serait une volonté universaliste, donc voilà des premiers éléments. Sur les courriers et sur la forme il y avait une contribution qui parlait du fait que le président ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu les travaux de Michel Offerlé il n'y a pas longtemps qui ont traité ces courriers.
Et apparemment, il y a des réponses qui sont données quasi systématiquement, mais après, il faut voir qu'est-ce qui est dit dans les réponses. Et Michel Auferlet disait qu'en lisant les courriers, on aurait pu prédire le mouvement des Gilets jaunes, parce que tous les thèmes sont présents dans ces courriers. Moi, la question que je me pose, c'est sur les différences territoriales. Vous avez parlé du sujet de l'eau. Comment est traité le sujet de l'eau dans ce territoire très précis des Landes, du nord des Landes, du coup? Et aussi, est-ce que les questions d'organisation territoriale, réforme territoriale, on parle souvent du millefeuille territorial, etc. Est-ce que ces questions, quand on parle de services publics, elles sont abordées, mais sous l'angle de, en fait, il faudrait que ce soit plutôt la région qui fasse ça, il faudrait que ce soit plutôt la commune qui fasse ça, plutôt l'intercommunalité parce qu'on dit souvent, le problème, c'est une mécompréhension des citoyens. Mais à mon sens, c'est une erreur parce que quand on lit les doléances, elles sont très précises sur des dispositifs. Et donc, les citoyens sont absolument pas ignorants. Ils ont peut-être juste des idées qui sont pas forcément portées souvent dans d'autres espaces d'expression. Merci beaucoup pour toutes les questions et remarques. Alors, le Césaire nous avait auditionné, Monsieur Patin et moi, quand on avait rendu une première note sur la Gironde, et on sera bien volontiers prête à compléter avec les de nouveaux départements. Je vais répondre sur le genre, sur Alors, ce qu'on a vu, nous, dans nos départements, c'est que quand le sexe est identifiable, effectivement, les hommes sont en général se sentent plus habilités à exprimer leur opinion. On voyait des doléances plutôt opinatives du côté, avec la montée en généralité du côté des messieurs. Et les dames, les femmes, quand elles s'expriment, elles sont souvent sur le registre du témoignage. Elles parlent de leur expérience pour éventuellement justifier leurs doléances. Cependant, nos collègues qui ont travaillé dans l'Orne ont trouvé autre chose. On trouvait qu'il n'y avait pas tellement de différence de sexe ou de genre. Et par conséquent, il nous faut interroger notre méthodologie et ou des facteurs peut-être culturels ou sociologiques, peut-être des endroits où il y aurait eu une forte implication, je pense, à des femmes dans des mouvements ouvriers, dans des sites industriels, je pense aux ouvrières près d'Alençon, par exemple, ou ce genre de choses. Peut-être que ça favorise aussi un sentiment de capacité d'habilitation à la participation, à voir. Donc ça, il faut qu'on retravaille là-dessus. Et je vais sur le entre guillemets millefeuille territorial. Il y a des doléances, je crois, que Guillaume a relevées, mais ce qu'on relève dans les demandes de suppression, c'est surtout le Sénat, et voire le CESE, qui sont visés. Plus rarement le CESE, mais le Sénat est dans la ligne de mire, et les intercos, sauf erreur, aussi. Pas les départements. Oui. En complément, effectivement, il y a, là comme ça, j'ai pas le sentiment que la question du millefeuille territorial, elle soit très marquée. Bon, ce qu'on demande beaucoup, enfin, ce qui est beaucoup demandé dans les cahiers, c'est surtout redonner du pouvoir à l'échelon municipal et en parallèle, du coup, l'idée que le pouvoir se déporte trop vers les intercommunalités, quoi. Moi, c'est comme ça que c'est ce que je lis. Bon, il y a la question, par exemple, de fusionner les départements et les régions. C'est des choses qui, à mes yeux, comme ça, ne sont pas forcément très présentes. Et sur l'eau, elle apparaît effectivement dans la classe qui renvoie plutôt à la transition écologique. Et c'est à la fois une ressource à protéger, mais aussi un bien à payer. Et donc souvent, c'est associé à ce qu'on a vu sur toutes les questions liées au budget contraint, au pouvoir d'achat, où en fait on demande à ce que le coût de l'eau, de l'électricité soit moins important, quoi. Donc c'est en ça que les questions écologiques, environnementales, elles s'articulent aussi au niveau de vie et au budget des ménages, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonsoir, je crois que j'ai pas forcément bonsoir. Merci. Bonsoir. J'ai vu sur un des derniers écrans de votre document sur la suite ou les suites qui vont être données à cette grande affaire. J'ai vu que, voilà, vous avez noté pièce de théâtre avec un point d'interrogation. Vous pouvez enlever le point d'interrogation. Je représente la troupe de la grande échelle à Onès-la-Harry et nous travaillons depuis 1 an sur un spectacle. Donc je ne vais pas vous parler, je ne suis pas là pour faire notre pub parce qu'on est encore en répétition. Et ce spectacle a été créé, imaginé sur le socle de l'affaire des cahiers de doléances. Et ce spectacle va s'appeler Tout va très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voulais rebondir sur les données genrées. Donc, j'ai bien compris que c'était assez complexe à déterminer, mais je voulais savoir si vous aviez dégagé des doléances qui varient en fonction si on est homme ou femme. Voilà. Il y a un type de doléance qu'on ne repère que chez les hommes. Alors, désolé messieurs, c'est les doléances très 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 longues, très 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 techniques, très opinatives, où la doléance va s'emparer d'un sujet et faire un développement vraiment très, très argumenté, étayé, parfois avec des schémas. Alors, on en a vu en Gironde des comme ça, je crois que dans les Landes, moi, j'en ai pas vu. Mais des choses extrêmement complexes, voilà, ça c'est, je n'ai pas vu pour l'instant de femmes faire ça. Et j'ai vu très peu d'hommes et davantage de mères isolées rédiger des doléances très émouvantes qui parlent de leurs conditions de maman. Il y a la maman de Libourne qui explique, qui interpelle Monsieur Macron et lui demande comment elle peut expliquer à sa fille. Et là, elle développe tous les subterfuges qu'elle emploie pour dissimuler la gêne extrême dans laquelle elle se trouve, dans laquelle sa propre grand-mère se trouve, qui est obligée de venir passer l'hiver chez elle parce qu'elle n'a pas de quoi se chauffer. Voilà. Et puis, j'en ai trouvé une aussi dans les Alpes-Maritimes, qui est un cri de détresse d'une maman d'un petit garçon atteint d'autisme, qui interpelle une autorité et qui dit « Mon fils va avoir 6 ans, il ne peut plus être pris en charge, je vais devoir renoncer à des thérapies. » Parce qu'avant, il pouvait être pris dans le cadre d'un dispositif à l'hôpital et maintenant, c'est fini. Aidez-moi. Et donc, quand on lit ça 6 ans après, on ne peut être que sidéré d'une part et d'autre part se dire « Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, ce petit garçon, aujourd'hui, il doit être au collège. Et ça, des doléances comme ça, moi, je n'ai vu que des doléances de maman pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais de papa aussi, mais pour des raisons sociologiques et culturelles. C'est plutôt les mères qui les écrivent. Ou les grands-mères, parfois. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Magali, effectivement, la doléance de 60 pages, c'est un homme qui l'a rédigée. Mais du coup, quand le corpus et la base de données sera complète, on pourra effectivement faire des croisements entre le nombre de caractères ou de signes par doléance et le sexe des contributeurs et des contributrices pour voir voilà, comment les doléances se répartissent en fonction de la variable de genre, quoi. Il y a une chose intéressante dont on ne vous a pas parlé parce qu'on n'a pas abordé la question des doléances individuelles ou collectives, mais il y a une chose qui nous avait frappé, c'était une doléance de paroissiens et de paroissiennes. Voilà, où dans l'Église aussi, il y a eu des débats et par conséquent, le curé des différentes paroisses réunies avait voilà, organisé un débat et les personnes ont exprimé leurs doléances plutôt dans la ligne de celle du pape François, dans mon souvenir, hein, donc démocratique, d'accueil, voilà, ce genre de choses. D'autres interventions ? Non, mais
Bon, je tenais à vous remercier, du moins d'abord remercier ceux qui font les recherches, donc Magali Della et Monsieur Le Tourneur, pour le travail et la qualité, mais comme ils l'ont dit, ils en sont au début, hein. Donc il y aura d'autres épisodes, hein. Et surtout, vous avez vu qu'ils n'ont fait qu'une partie du département, parce qu'ils avaient une commande précise pour samedi dernier, ce qui fait qu'ils ont encore beaucoup de travail et de prospection. Simplement vous dire que, enfin, à titre personnel, je suis très attaché, moi, à la vie des citoyens et surtout savoir comment on peut associer de près les citoyens à la vie locale et aux décisions que les élus sont amenés à prendre. Et je ne vois pas comment j'aurais pu passer à côté de cette expression quand même qui est très diverse, à l'occasion donc de ce mouvement social très important des Gilets jaunes, et qui sait que le président de la République a voulu peut-être canaliser dans le grand débat en essayant de proposer une issue politique qui n'a pas eu, malheureusement, parce que ça n'a pas été saisi. Et c'est la raison pour laquelle les collectivités territoriales, et ici donc le département, s'est saisi de cette richesse donc, écrite par les Landaises et les Landais, pour après, déjà bien l'éplucher, pour réellement voir ce qu'il y en est et voir comment les Landaises et les Landais se vivent dans ce département étant bien sûr au milieu de la nation, et voir si un certain nombre de mesures qu'on est amené à prendre doivent être aussi amendées, ou d'autres sur lesquelles des champs sur lesquels on doit aller. Donc c'est vraiment un travail qui me semble très intéressant. On en est au début. Je pense que ça va prendre du temps, hein, et la recherche universitaire, c'est aussi sa raison d'être, c'est qu'il faut leur laisser le temps d'aller au fond des choses. Et vous voyez que réellement, ça nécessite, si on veut réellement aller vraiment au fond des choses, de découper quasiment toutes les informations, de les analyser pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Donc, c'est pour ça que on est sur une période de 2 à 3 ans. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait que 2 mois que, du moins, M. Le Tourneur travaille, qu'on a reçu l'appui donc, des bénévoles, ce qui est quand même essentiel pour pouvoir retranscrire la matière. Et donc là, maintenant, on va aller plus en avant. Mais il nous semblait important qu'au moment où on est aujourd'hui, qu'il y ait déjà une première étape qui soit repartagée et vous présentée ce soir lors de cette conférence. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, et certainement Alice Motte en organisera d'autres, j'en doute pas. Donc, non, mais parce que la richesse est ici, et on fera partager le travail, hein. Et peut-être que derrière, de toute façon, il y aura un ouvrage qui sera certainement rédigé aussi. Donc, on en est vraiment au début, et on espère pouvoir donc vous apporter d'autres informations, le plus rapidement possible, parce que c'est vrai que c'est déjà une matière qui date de 2018-2019. Mais quand on voit un certain nombre de thèmes, quand on voit le débat actuel sur le vote du budget de la nation et le budget de la sécurité sociale, il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore très, très présentes. Et aussi parce que on était dans un territoire, là, de la Haute-Lande et la Armagnac, c'est 4 communautés de communes, en fait, hein. Pays Morcenay, Cœur Haute-Lande, Landes d'Armagnac et Pays de Villeneuve, qui sont concernés par le travail qui a été mené. Et c'est vrai que tout à l'heure, il y avait une question qui évoquait le vote du Rassemblement national. C'est sur ce territoire que, proportionnellement, il est le plus important, dans la mesure où on a pu constater dans les élections de 2024 que plus la commune était petite et plus le vote Rassemblement national était élevé. Et que beaucoup de personnes nous disent qu'il y a un certain abandon des services publics. Alors, c'est vrai que quand on est, comme moi, président d'un département, et qu'on a l'impression de faire le maximum,
et que, par contre, nous, notre politique, c'est que le service public demeure partout. Ça nous interpelle aussi, parce que savoir si on est associé ou pas dans cet abandon général. Et c'est en ce sens, je trouve aussi que ça peut être intéressant, à travers ces cahiers de doléances, de voir la traduction, ou du moins l'émergence déjà de ce sentiment d'abandon, et ce qui peut expliquer tout à l'heure, parce que bon, les problèmes d'immigration, vous voyez bien qu'ils ne remontent pas trop, même si c'est peut-être intériorisé, mais aujourd'hui c'est plus des problèmes d'isolement, d'abandon, de pouvoir d'achat qui priment dans les revendications. Voilà, donc bon, merci beaucoup pour votre participation nombreuse, et soyez rassurés, on se reverra bientôt, peut-être sur la même configuration ou une autre qui aura été choisie par les chercheurs. Voilà. Merci beaucoup. En clôture, vous signalez que si vous souhaitez prendre un rafraîchissement, l'équipe a préparé un petit pot à votre attention. Et puis par ailleurs, pour parler des cahiers citoyens originaux, des vitrines ont été positionnées dans le hall où vous en avez une petite sélection représentative. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.